Pascal Juxtel, bonjour. Bonjour Amandine Leroy. Vous êtes consultant indépendant en évolution culturelle des entreprises. Oui. Merci d'accepter cette interview avec Spot Partner. On voulait parler avec vous aujourd'hui des acheteurs et du rôle des achats dans la relation fournisseur-entreprise. Je voulais d'abord vous demander quelles ont été vos différentes expériences avec les directions achats. Bien, ça se découpe à peu près en 3 parties. Une première partie de ma vie professionnelle quand j'étais chez France Télécom, où là j'ai eu l'expérience de l'achat côté client, que j'ai perçu essentiellement comme on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, quoi. Voilà. Donc, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de dépenses possible d'une manière générale. C'était quelque chose à l'époque, c'était début des années 90, c'était quelque chose d'assez primitif à l'époque. Il n'y avait pas encore une véritable fonction achat. Ensuite, il y a une deuxième époque où là, étant dans un gros cabinet de conseil, j'ai eu une expérience directe de la vente via les services achats pour des entreprises de belle taille. Et là, j'ai commencé à découvrir cette espèce de jeu de chat et de souris où finalement chacun essaye d'intimider l'autre, de lui mentir, éventuellement de jouer sur l'ignorance réciproque et le manque de relation qu'il peut y avoir entre les achats d'une part et les clients internes d'autre part, en essayant de dresser un petit peu les uns contre les autres. J'ai vu cette évolution-là, et puis j'ai vu ensuite une autre évolution qui a été, consciemment et systématiquement organisée par les gros cabinets de conseil qui conseillent la fonction achat et qui donc assoient leur pouvoir sur une maîtrise du métier des achats, dont ils deviennent quasiment les instructeurs et les mentors, où là, j'ai été témoin, par exemple, d'un référencement dans une grande entreprise française pour lequel nous avons constitué un dossier de plus de 1000 pages. Et à ce moment-là, je dirais l'investissement, le droit d'entrée pour arriver à jouer dans cette cour-là devenait de plus en plus grand, ce qui finissait par écarter du jeu concurrentiel un grand nombre de petits prestataires. Et donc, ma dernière expérience, c'est l'expérience d'indépendant. Et en tant qu'indépendant, comme on facture de petites sommes et qu'on reste dans la zone d'autonomie des clients, en dessous d'une certaine somme, on arrive à éviter d'avoir une relation, quelle qu'elle soit, avec les services achats. C'est vrai que le tableau qu'on décrit là, ce jeu du chat et de la souris, entre un acheteur, ses interlocuteurs internes et les fournisseurs, c'est un tableau qui est finalement assez noir. Est-ce qu'on peut donner une autre image aujourd'hui, ou est-ce que ça correspond vraiment à la réalité ? Bon, alors, c'est bien qu'on en parle. On pourrait résumer la question en disant est-ce que l'acheteur a besoin d'être méchant pour être bon ? Peut-être on gardera ça pour la conclusion. D'accord ? Non, on pourrait revenir aux sources de l'acte d'achat. L'acte d'achat, il commence sur le marché, c'est-à-dire il commence dans le souk. J'ai un souvenir quand j'étais petit qui m'a terriblement marqué. Je voulais au souk de Marrakech, je voulais acheter une jolie trompette en cuivre, et on me la proposait pour 50 dirhams à l'époque, et moi mes yeux se sont mis à briller, et je fais oh 50 dirhams c'est pas cher, et ma mère m'a dit mais tais-toi petit idiot, non mais vous n'y pensez pas, c'est trop cher, c'est hors de prix, etc. Et là en un clin d'œil j'ai compris toute la logique du bargain, toute la logique du marchandage. J'ai compris qu'on a raison de dire que vendre, c'est mentir, et que par conséquent, acheter, c'est se méfier. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'on est obligé d'avoir quelque chose de rigoureux, prudent, un peu cynique et complètement objectif dans le métier d'achat. Et ça devra toujours rester.
Donc on peut dire que d'une certaine façon, même s'il y a je dirais une très bonne confiance, une bonne connivence entre tous ces acteurs, à un moment donné, l'acheteur doit être celui qui, par obligation, dit ok, maintenant on va raisonner à froid, expliquez-moi pourquoi un tel est à tel prix, un tel est à tel prix, puis vous êtes à tel prix, qu'est-ce que ça cache, enfin, le travail normal, le travail convenable d'un acteur, d'un acheteur. Et donc ces rôles-là sont très très différents, ils doivent rester différents pour que ce trio puisse bien fonctionner. Oui. Comment est-ce que, selon vous, on pourrait améliorer la fluidité des relations entre ces trois types d'acteurs, les acheteurs, les fournisseurs et les métiers? Il y a quelque chose qui est assez paradoxal dans cette situation, c'est que pour créer de la valeur, pour entreprendre, on a besoin de plus en plus d'un engagement positif, d'un rêve partagé, de quelque chose de chaleureux, de quelque chose qui relève de l'émotionnel. Et en même temps, on a besoin, comme dans toute équipe de travail, parfois on a besoin d'un acteur qui joue le rôle de la quille dans un bateau, c'est-à-dire que la quille, c'est lourd et ça tire vers le bas. Donc parfois on a besoin dans une équipe d'avoir des gens qui sont lourds et qui tirent vers le bas. Mais on a besoin aussi d'avoir un spinnaker qui est gonflé, toute voile dehors, joli, plein de couleurs, qui tire tout le monde, etc. Donc je dirais que l'acceptation du métier de l'autre, l'acceptation de la nécessité du métier de l'autre et de la diversité dans une équipe, c'est quelque chose de très important. On a tendance à convertir la diversité en affrontement. Parce qu'on est différent, on n'a sûrement pas les mêmes objectifs, surtout quand depuis 20 ans on parle d'objectifs individuels. Il est difficile d'imaginer qu'on puisse être différent, penser différemment et pourtant converger vers le même but qui est une création collective de richesse. Bon, le problème est encore aggravé, encore accentué par le fait que s'il y a une complicité croissante entre l'acheteur et le client interne, ça veut dire que sur un domaine particulier, ça peut être les achats de matière ou les achats d'intellect ou les achats de logiciels ou que sais-je, ça veut dire qu'il y a un recouvrement de compétences. Si on veut parler de la même chose, ça veut dire que l'acheteur doit aller sur les compétences du métier et d'une certaine façon, le métier va aussi partager les compétences de l'acheteur. Ce qui fait que par exemple, dans des PME, dans certaines PME, notamment la mouvance qu'on appelle entreprise libérée, tout simplement, on supprime les acheteurs parce qu'on considère que les producteurs, ceux qui connaissent les machines, ceux qui connaissent le flux de production, sont les mieux à même de pouvoir choisir ce qui est bien, de pouvoir comparer et de pouvoir acheter. Au fond, est-ce que c'est une bonne chose que le métier d'acheteur se prolonge à tout prix? Est-ce qu'il faut absolument maintenir, alors je vais loin, mais si on pousse le bouchon, est-ce que ça vaut le coup de maintenir les acheteurs tels qu'ils sont? Ou est-ce que si on en fait vraiment des partenaires de l'entreprise, des partenaires notamment de l'innovation, est-ce que ça n'offre pas la possibilité d'une autre vision du métier des achats? On sait qu'il y a une tendance à l'autonomie des producteurs, une conquête d'autonomie qui est importante pour les gens et qui est importante pour donner une dynamique, une motivation dans l'entreprise, et que cette recherche d'autonomie s'étend aux achats. Donc pour toutes ces raisons, dans les petites entités, les acheteurs ont tendance à s'effacer, voire à disparaître au profit de cette autonomie-là. Et puis dans les grandes entités, on peut imaginer que ça peut passer par une conquête d'autonomie locale des entités, et
et notamment une critique de la mutualisation forcenée à tout craint, dont on a pu voir qu'elle n'était pas si efficace sur le long terme. Donc voilà, on peut être certain que le métier d'acheteur va évoluer pour toutes ces raisons-là, et aussi, mon Dieu, parce que les acheteurs eux-mêmes sont sujets au partage croissant, à la vie communautaire croissante, et à l'ouverture au dialogue et au partage de bonnes pratiques. Donc, je dirais que la communauté des acheteurs, dans le monde qui se présente maintenant, ne pourra plus longtemps se satisfaire de l'image extrêmement négative qu'elle a pu avoir par le passé. Donc, eh bien, ça va obliger de bouger. Ce qui est déjà un des grands chantiers des directions achats aujourd'hui, c'est de sortir de cette vision un peu éculée qu'on a de l'acheteur, du cost killer, oui, à un nouveau rôle qui consiste à générer de l'innovation, à créer des partenariats positifs, des partenariats de long terme, oui, entre les métiers et les fournisseurs. On va, oui, vraiment vers cette transformation-là plutôt qu'une simple disparition du coup. Oui, absolument, parce que on peut dire que le danger, c'est qu'il va y avoir un partage de compétences, un recouvrement de compétences, hein, c'est-à-dire, disons par exemple, en interne, entre les acheteurs et la communauté des clients internes, ça veut dire que si l'acheteur prend en charge la fonction d'exploration des possibilités offertes par de nouvelles prestations, de nouveaux types d'offres, on peut penser que les producteurs, les gens de métier, pourraient mal le vivre, parce que c'est un pan qui est très intéressant et très enrichissant de leur travail, qui va être pris par d'autres. Donc ça, culturellement, c'est difficile à gérer, c'est-à-dire qu'il faut cultiver le goût du partage de compétences et du recouvrement éventuel de compétences, et sans penser que ça peut appauvrir le métier de l'un s'il y en a un autre qui commence à apporter de la valeur. En conclusion, on voit que cette évolution et cet enrichissement du métier d'acheteur en liaison avec les métiers des autres, ça se fera au prix d'une ouverture intellectuelle pour toute l'entreprise. C'est-à-dire que le métier d'acheteur ne pourra pas évoluer aussi longtemps que la conception de l'achat et de la vente n'évoluera pas aussi dans la tête des producteurs et dans la tête des dirigeants.